Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire dédié au programme d'action 2021 de l'ARP Normandie, l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Alors, tout d'abord, un petit rappel de l'ordre du jour. On va faire une brève présentation de l'association en 5 minutes, vous présenter un petit peu ses actions, ses membres, un petit rappel de l'historique également. Ensuite, on va se consacrer, et ça va être le cœur de notre webinaire, sur les actions 2021 de l'ARP Normandie, à savoir que celles-ci sont rangées en 4 axes: l'Observatoire normand de l'éco-construction, les événements, les webinaires, les formations, notre expertise, l'appui à la politique régionale et aux collectivités, et enfin, le plus gros morceau, le développement des filières et de l'auto-réhabilitation accompagnée. S'en suivra un temps d'échange, alors qui était prévu à la base de 30 minutes, mais bon voilà, avec les rappels des règles de bienséance en effet, et avec la présentation de l'association, on a réduit ce temps à 20 minutes. Je vais commencer directement par la présentation de l'association. Donc l'ARP Normandie, qu'est-ce que c'est? Donc Association régionale de promotion de l'éco-construction qui fête ses 14 ans le 23 juillet prochain. C'est une association qui est née en fait d'un réseau d'acteurs, on va dire avec une diversité de profils. Il y avait autant des citoyens que des artisans, des personnes qui étaient engagées dans des associations, et qui se sont rassemblés autour d'une thématique commune qui était celle de l'habitat sain, écologique, économe en énergie et efficace. Donc ça, C'était c'est... surtout, du coup, aussi, pour compléter, il y a un vrai besoin à l'époque pour beaucoup de personnes de trouver des matériaux biosourcés locaux. Et c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas à l'époque. Et donc, du coup, l'association a été créée un petit peu là-dessus au début. Enfin, donc, Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, sur ce questionnement-là, centré un petit peu autour des écomatériaux, il y a eu toute une réflexion également sur la caractérisation de ces écomatériaux, sur les recherches, le lien entre les techniques traditionnelles, ancestrales, et puis les exigences aujourd'hui des réglementations thermiques et aujourd'hui environnementales. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a été synthétisée dans une charte d'engagement, en fait, que l'on fait signer notamment aux adhérents professionnels de l'ARP à chaque fois qu'ils rejoignent notre association, et qu'ils apparaissent également sur notre cartographie que vous verrez plus tard. Bon, aujourd'hui, c'est une structure qui a beaucoup d'adhérents, notamment ce nombre ne cesse d'augmenter. On a doublé notre nombre d'adhérents en moins d'un an. Aujourd'hui, on est 339 adhérents, donc on les remercie. S'il y en a parmi vous, eh ben, merci beaucoup pour votre soutien. Sachez que c'est essentiel que vous soyez à nos côtés, sinon on ne pourrait pas faire ce que l'on fait actuellement. On a également parmi ces adhérents des administrateurs très impliqués, qui sont au nombre de 15 aujourd'hui, administrateurs, administratrices, et parmi ceux-là, il y a 5 membres du bureau, dont vous avez un fervent représentant ici, Julien Viau, et j'ai cru voir aussi Jean-Claude Leclerc tout à l'heure. Donc, merci à eux de leur participation et de leur contribution quotidienne. Et enfin, vos humbles serviteurs, 3 salariés, François Glaiseau, Grégory Boulan et moi-même, Aurel Tesson. Et nous avons également par an, à minima 1 ou une service civique, et en moyenne 2 stagiaires par an qui viennent nous rencontrer. Voilà une petite présentation de l'organigramme rapidement. Bon, on ne pouvait pas mettre la photo de tout le monde, donc on s'est limité à l'équipe c'est salariée. parfait, tu as déjà présenté. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ah, c'est intéressant aussi, je pense, intéressant de préciser que les architectes ont toujours été une profession relativement bien présente au conseil d'administration de l'ARP, et ont su du coup alimenter les actions par leur expertise, et ça, c'est vraiment précieux. Tout à fait, et on est assez content aussi d'avoir des artisans en plus, parce que c'est vrai qu'ils ont moins de temps à pouvoir consacrer au monde associatif, et donc on est quand même très heureux d'en avoir quelques-uns avec nous. Quelques points clés, dis-moi Grégory. J'aimerais juste compléter par un petit détail qui me semble important, c'est que effectivement l'association a été créée à la base en Basse-Normandie, et du coup elle s'est étendue à l'ensemble de la Normandie en décembre 2017. Et voilà, c'est aussi important pour expliquer, on va dire, l'implantation territoriale qui est un petit peu différente entre l'ex-Basse et l'ex-Haute-Normandie.
peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus sur vous, si éventuellement on peut revenir rapidement à la slide précédente. Est-ce que François, Grégory, Aurel, ça vous ferait plaisir de vous présenter un petit peu plus et votre parcours rapidement? Ben, puisque tu m'as proposé en premier, voilà, je me présente, François Glaiseau de l'ARP, du coup, aujourd'hui. Voilà, donc mon engagement pour la construction écologique qui date de mon expérience sur le chantier. J'ai été charpentier pendant quelques années, j'ai été poseur de panneaux photovoltaïques, poseur d'isolation et de parement et même maçon chez Bâti Éthique. En fait, toutes ces expériences m'ont apporté pas mal de vision de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire et d'apprentissage avec plein de patrons différents, puisque j'ai vraiment eu la chance d'être électron libre là-dessus et d'apprendre plein de choses. Donc, j'avais fait les compagnons à la base et puis, sur le modèle des compagnons, j'ai changé d'entreprise assez souvent, ce qui m'a apporté pas mal d'apprentissage. Et aujourd'hui, du coup, je suis surtout à l'ARP sur la partie technique et développement de la formation et accompagnement du développement du chanvre. Greg, à toi. Ouais, merci, bah, j'enchaîne. Donc, du coup, moi, je suis Grégory Gouland, donc je suis à l'ARP depuis juin 2017. Et puis, donc, j'ai un parcours complètement différent de celui de François, puisque moi, j'ai un peu tout du monde. Enfin, j'ai été 10 ans en collectivité territoriale sur un parc naturel régional. Je m'occupais plutôt des questions de bâtis anciens et un petit peu d'urbanisme. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'utiliser les mêmes matériaux que les matériaux du bâti ancien, mais dans un objectif vraiment de construction d'avenir et de réponse à des problématiques actuelles. C'est ce qui m'a, on va dire, poussé à basculer vers l'éco-construction. Et donc, avant d'arriver à l'ARP, j'ai passé, on va dire, 3 ans à Oikos, à côté de Lyon, là, qui est la première association française dédiée à l'éco-construction, ce qui m'a vraiment permis de monter en compétence sur les matériaux et les techniques d'éco-construction et de m'offrir un tremplin pour arriver à l'ARP aujourd'hui. Une association vraiment de référence à Oikos sur ce secteur, pour ceux qui connaissent. Oui, tout à fait. Moi, je suis le dernier arrivé en date, Aurel Tesson. Je suis arrivé en mai 2019 à l'ARP Normandie. Par le passé, en fait, j'ai plutôt été chargé de communication ou chargé de projet dans des associations, soit de solidarité internationale, soit de défense de l'environnement. En date, voilà, j'ai travaillé pour le CARI, qui est une association de lutte contre la désertification à Montpellier, une association aussi, une ONG de défense, de protection de l'enfance au Cambodge. Et juste avant l'ARP, j'ai travaillé au CITIM, qui est une association voisine à la Maison des Solidarités, qui est engagée dans l'accompagnement des jeunes qui partent à l'étranger. Et mon lien avec l'éco-construction, il est avant tout personnel. Je me suis formé en fait à la formation du Greta à Coutances en éco-construction, en efficacité énergétique. Et c'est dans cette formation que j'ai rencontré François Glaiseau qui intervenait en tant que formateur. Et donc, s'en est suivi des stages à l'ARP. Et là, il y avait un petit peu un point d'équilibre entre mes compétences professionnelles passées et puis mon engouement pour l'éco-construction personnelle. Et donc, j'ai été recruté par la suite à l'ARP Normandie. Voilà. Je passe à la suite. Les nouvelles se sont trouvées pour ne plus se quitter. C'est ça, exactement. On ne se quitte plus. J'enchaîne sur les points clés historiques. Alors c'est assez intéressant parce que l'ARP Normandie a une histoire assez diverse et a des témoins à droite à gauche dans le monde associatif, en tout cas dans le milieu canet que je connais. Pour la Haute-Normandie, j'ai moins d'informations, mais ça serait très intéressant qu'on y consacre plus de temps sur la valorisation de cet historique, de cette culture associative, on va dire. En tout cas, on y réfléchit beaucoup au sein de l'ARP. Mais brièvement, voilà, la création de l'ARP, elle date de 2006, on va dire, pour les racines, avec notamment deux administrateurs qui ont été appliqués pendant très très longtemps, Nicolas Knapp et François Versavel, qui sont tous les deux architectes, et qui ont été mobilisés pour un projet que vous connaissez peut-être, le projet des éco-bâtisseurs à Louvigny,
et qui a regroupé notamment beaucoup de structures et de salariés de la Maison des Solidarités à Caen, qui est basée donc au 51 quai de Juillet. Vous pouvez y retrouver donc l'ARDES, qui a notamment accompagné la création de l'ARP, l'Association régionale du développement de l'économie sociale et solidaire, le CITIM, qui accompagne des jeunes qui partent à l'étranger, j'en ai parlé, aussi assez connu Normandie Équitable, ou encore Terre de Liens, la Confédération paysanne, l'ASTI 14, et j'en passe. Donc c'est vraiment une maison atypique, qui se dénote un peu des maisons associatives classiques, parce que là, c'est vraiment des associations qui, entre elles, se sont regroupées, ont trouvé cause commune, et donc qui défendent ce siège depuis pas mal d'années. Et l'association a eu très longtemps un salarié historique que vous avez peut-être connu, qui s'appelle Vincent Doucineau, avec qui on est toujours en contact, bien évidemment, et notamment parce qu'il travaille à Biomasse Normandie et qu'il est coprésident d'Enerter, donc c'est deux structures avec qui on travaille quotidiennement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'historique, peut-être? Oui, juste un fait, François Versavel est encore administrateur, mais c'est vrai que Nicolas Knapp a quitté après 15 ans son Et mandat il a dû se d'administrateur. dégager, c'était très chronophage, devenu très chronophage pour lui. Moi, je voulais ajouter une petite précision. N'hésitez vraiment pas à poser des questions ou à demander ces précisions si besoin dans le chat. J'essaie d'être vigilant. Donc, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Biomasse Normandie, en fait, c'est une association qui œuvre de longue date sur les énergies renouvelables en Normandie et qui est l'espace Fer. Et Enerter, une association qui fait notamment de l'autoréhabilitation accompagnée sur la terre à destination de publics en précarité énergétique. Alors, je ne suis pas spécialiste, Grégory, tu les connais très bien, n'hésite pas si quelque chose de ce que j'ai dit n'est pas n'est pas parfaitement juste. Bonjour Anne-Marie Piolet, est-ce que je peux intervenir pour donner une petite précision aussi sur quelque chose qui a été fait à l'ARP au démarrage, que vous avez peut-être retrouvé dans vos archives? Il y avait eu un gros travail, une grosse étude qui a été faite sur les constructions écologiques en Basse-Normandie, et notamment des analyses de construction. Il y a un énorme dossier qui avait été fait en 2 étapes sur plusieurs années pour répertorier et suivre un certain nombre de constructions et après des analyses au niveau de la température intérieure, suivi de l'hygrométrie, etc. Alors, bonjour Anne-Marie. Justement, Anne-Marie a été longtemps une administratrice, voire même présidente de l'ARP Normandie, c'est ça? Ouais. Et du coup, en effet, on a toujours la cartographie des habitats exemplaires. Et on a toujours dans les dossiers papier, alors à l'époque c'était peut-être plus par papier, mais on a toujours plein de papiers à l'ARP avec des projets d'habitat exemplaires. Mais là, aujourd'hui, par rapport au RGPD, c'est vrai que c'est un peu, la protection des données individuelles, on essaye d'être un peu plus discret et de développer plutôt le côté professionnel. Ça avait été fait avec l'accord des propriétaires, hein, de toute façon, même si la RGPP n'existait pas. On ne travaillait qu'avec l'accord des propriétaires, et en général, c'était plutôt eux qui étaient demandeurs. Enfin, puisque c'était il y a longtemps quand même, d'où l'intérêt, il y a plus de 10 ans, et que c'était le démarrage, donc c'était vraiment des pionniers qui en fait avaient envie, des gens comme Michel Roger, qui avaient envie de faire connaître l'éco-construction, l'intérêt, ce que ça pouvait apporter, le fait que c'était pas si compliqué que ça, que voilà, il y avait plein de bénéfices. C'était un acte militant autant qu'une étude intéressante. Michel Roger qui est toujours là d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Qui est notre trésorier, fidèle trésorier. Et oui, en effet, Anne-Marie, c'est vrai que ça pourrait être l'objet peut-être d'un prochain webinaire sur des projets exemplaires normands. Il y a de toute façon, on peut dire rapidement, un ensemble de documentation et de ressources qui ont été produites par l'ARP, et pas uniquement par l'ARP, hein, en général, entouré d'un certain nombre de contributeurs et d'associations partenaires. C'est vrai que ça mériterait un webinaire seul, rien que sur la production sur les ressources qui ont été produites. D'ailleurs, je vais faire le maître du temps, mais on va devoir passer à la suite. On va enchaîner. Alors, je reviens sur le slide. Voilà. On va attaquer les actions 2021 de l'ARP Normandie. Alors, certaines d'entre elles, vous allez peut-être les reconnaître parce que c'est la reconduction d'actions antérieures. D'autres se sont transformées.
On va découvrir ça de suite. L'axe 1, l'Observatoire normand de l'éco-construction. Brièvement, l'ARP Normandie est très connu pour ses cartographies. Donc la cartographie des acteurs et actrices de l'éco-construction, la cartographie des écomatériaux qui a été réalisée l'année dernière et qui est toujours en phase de complément, et également la cartographie des habitats exemplaires qui avait été faite avec une association en Bretagne et HEN 44 et l'association Empreinte, si je ne dis pas de bêtises. Et, Change de slide, on en est encore à... Tu as des slides d'avance sur nous là. Non, non, du tout, je suis Ce que toujours je veux sur dire, c'est que la... si tu présentes les 3 cartos, elles sont présentées dans 2 slides, pardon. D'accord. Oui, mais pour le rapport analytique annuel, mais on va y venir. Mais bref, effectivement, ces cartographies ont été financées, développées en termes d'outils. Et aujourd'hui, on a vraiment une analyse plus critique de ces outils et on est dans une démarche qualité qui va beaucoup plus loin, d'où ce projet d'observatoire. Avec la première phase qui est le parcours professionnel en ligne. Il y a une commission dédiée à cette action, comme les autres axes d'ailleurs, où les administrateurs ont réalisé avec le salarié impliqué un questionnaire d'audit qualité. On va dire, vous envoyez un petit extrait sur le côté. C'est un questionnaire qui est assez conséquent, il fait 4 pages. Il est encore en phase de finalisation, mais normalement, il devrait sortir là au début d'avril. Et au début du mois d'avril, et il sera envoyé donc à tous les adhérents professionnels de l'ARP, mais également les professionnels qui sont en phase de transition dans leur pratique et qui ont besoin d'un accompagnement dédié. Et ça va être un petit peu l'objet de cette action et de la suite de cette action. Une fois qu'on aura identifié ces professionnels qui sont en demande d'un accompagnement, on va aller leur rendre visite. Alors, à minima, on va faire 20 visites dans l'année, si possible plus, mais en tout cas, on va en faire au minimum 20. On va faire un portrait de ces professionnels, savoir à peu près quel est leur domaine d'expertise, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien, qu'est-ce que l'ARP pourrait leur apporter pour lever les freins, on va dire, à l'éco-construction. Notamment, François en parlera tout à l'heure, mais on a une offre de formation qui ne cesse de se développer et donc on pourra également faire le lien entre différentes actions. Et à l'issue de cette tournée, on aboutira à une 3e action qui est effectivement le rapport analytique annuel. On va en fait mettre en corrélation les données que l'on a sur nos cartographies, les données que l'on récolte sur le terrain et essayer de faire une analyse critique de la situation de l'éco-construction en Normandie. Donc c'est un premier jet, c'est un premier essai cette année, mais on a vraiment vocation à faire un rapport de qualité que l'on fournira à la fois aux financeurs pour qu'ils aient plus de visibilité sur la réalité du terrain en Normandie, mais également à destination des professionnels pour qu'ils voient un petit peu la dimension d'ensemble que l'ARP peut leur apporter et que des fois, du fait du changement d'échelle, on n'arrive pas forcément à percevoir. Et donc, chaque année, il y aura vocation à s'améliorer. L'idée étant de connaître au mieux les professionnels pour pouvoir répondre aux besoins des particuliers. Il y a beaucoup Par de la fois suite. où c'est vraiment quand on connaît bien un professionnel qu'on peut le proposer parce que du coup, on l'a rencontré, on sait qui c'est, on connaît son qualité, son travail et on peut du coup mieux orienter le particulier vers le professionnel. Et par rapport à ces cartos du coup, que tu présentes à l'instant, vous avez sur l'image de droite en bas la cartographie des écomatériaux. Donc là, c'est ici aussi du travail par l'année dernière. Donc l'idée était de référencer au plus possible les producteurs et transformateurs de matériaux locaux en Normandie pour toujours trouver justement cette question de s'approvisionner en matériaux locaux. Alors bien sûr, on invite tout le monde à regarder autour de chez soi les éventuels producteurs de paille, de blé ou de chanvre, enfin, voilà, et nous faire remonter ces informations-là. Mais on va aussi avoir une analyse poussée de ces producteurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de fournir pour le bâtiment des matériaux conventionnels, enfin, en tout cas qui seront adaptés à la construction. Donc c'est aussi l'objet de cette carto, c'est vraiment de dire notre validation. Justement, François, toi qui as développé cet outil, qui le connaît bien, j'ai une petite question complémentaire de la part de Charline, si ces données s'adresseront aussi pour des promoteurs. Ah oui, l'objet étant bien évidemment de valoriser au maximum ces ressources-là. Donc, des promoteurs voulant valoriser
ces matériaux-là dans la construction ou la rénovation auront tout à fait accès à ces infos. Permettra d'aller sourcer, quoi. De toute façon, elles sont consultables gratuitement en ligne. Nous, l'objet étant de faciliter leur utilisation, autant celle des professionnels que celle des matériaux. On est une association et donc on n'a pas d'intérêt sur la vente de ces matériaux. Par contre, on a l'intérêt à ce que ça se développe parce que ça va diminuer l'empreinte carbone du bâtiment, la production de déchets, améliorer les cycles de vie des produits. Enfin, c'est tout ça qui est vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on a une association reconnue d'intérêt général. Pardon, on a oublié de le stipuler, mais depuis 1 an. Voilà. Alors, oui, peut-être pour répondre à un commentaire d'une bonne documentation pour les architectes, pour convaincre notamment les promoteurs, on peut préciser, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui, puisque c'est une action qui a été réalisée, qu'il existe en ligne, téléchargeable gratuitement, le guide des écomatériaux normands, hein, qui a été publié l'année dernière. Et puis peut-être je vais te laisser, François, en nous en dire une phrase avant qu'on passe à la suite. Oui, sur le site de l'ARC, en effet, il y a une partie ressources dans laquelle vous trouverez beaucoup d'informations, notamment le guide des écomatériaux qui a été initié en 2012 par Vincent, justement, et en collaboration avec énormément d'acteurs locaux, comme les 7 Vents du Cotentin, NRTR, le CIER, enfin, vraiment. Et il y a d'autres informations que vous pourrez... Enfin, donc ce guide présente quelques matériaux normands qui ont été vraiment validés et qui sont présentés. D'autres matériaux un peu moins normands, comme la ouate de cellulose, mais qui nous paraissaient pour autant pertinentes à mettre dedans par rapport à toutes ces qualités environnementales. Et puis, le papier étant aussi récolté en Normandie, on s'est dit, bon, on est peut-être un peu légitime à en parler. Bref, tout comme le liège aussi. Enfin, voilà. Donc, vous trouverez des acteurs, les matériaux, comment les utiliser, leur empreinte carbone, la résistance thermique, la conductivité, enfin, tout plein d'informations qui vous permettront de choisir quel matériau, ou en tout cas de nous appeler pour en demander plus. Et puis, il y a d'autres ressources. Pardon, il y a d'autres ressources. Il y a aussi le guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue. Il y a aussi... excusez-moi, là, Il y a le guide de la rénovation thermique du bâti traditionnel normand aussi. Un peu plus ancien, mais toujours aussi pertinent. Intervenir. Ouais, je voulais dire simplement aussi que ces cartographies, elles ont aussi vocation à être alimentées un petit peu en continu, et que même si on est vigilant et que beaucoup d'informations nous sont remontées, si vous connaissez un producteur d'écomatériaux ou un artisan ou un professionnel qui mériterait d'être sur la cartographie et qui n'y est pas et dont on ne connaît pas l'existence, n'hésitez pas à nous faire connaître pour qu'on puisse tout simplement enrichir les cartos au fur et à mesure. Je vais en profiter pour mettre dès maintenant peut-être les contacts mail des 3 animateurs dans le chat. Okay. Et puis surtout, pour cette relation avec le pro, surtout lui parler de cette carto, parce que si nous, on doit aller le contacter, ce n'est pas la même démarche que si vous lui dites, tiens, regardez, en fait, il y a cet outil qui est pas mal, qui valorise les professionnels qui sont compétents par rapport aux écomatériaux. Et en effet, oui, c'est même plus simple dans ce sens-là. Si un professionnel nous contacte pour être sur la carte, pour nous, on n'a pas besoin d'être en mode commerciaux. On n'est pas des commerciaux nés. On est plutôt des militants sur les thèmes de l'éco-construction. Mais en tout cas, on accueillera avec plaisir la rencontre d'un nouvel professionnel qui serait capable de répondre à des demandes. Vu que la demande ne cesse d'augmenter. Oui, petite information importante aussi par rapport à tous les professionnels sur la carto, on n'en connaît pas un seul qui a du mal à trouver du travail. Ils ont tous des carnets de commandes extrêmement chargés. Donc, n'hésitez pas à partager l'info parce que c'est toujours bien pour eux. Tout à fait. D'avoir moins de travail. Bon, on va passer à l'axe 2. Oui. Si vous le voulez bien. L'axe 2 est aussi dirigé par un COPIL, enfin, on appelle ça une commission. Et donc, on a regroupé les événements, les webinaires et les formations ensemble. Donc, ce sont avant tout sous trois actions qu'on va découler tout ça. Donc, premièrement, l'événement. Donc, on est très souvent sollicité sur des salons pour des interventions en conférence ou pour des festivals où on tient des stands, où on présente les matériaux locaux biosourcés, on présente un peu quoi faire, comment le faire,
dans quel contexte. Voilà, c'est l'occasion de rencontrer des gens et de parler localement. Et dans ces cas-là, du coup, de renvoyer vers les cartographies de l'Arc Normandie les gens qui ont des questions. Mais aussi, on est toujours en train de reparler des collaborateurs, des partenaires, comme les espaces verts, comme les CAIE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui sont un par département. Et donc, c'est très important pour nous d'envoyer vers les relations partenaires pour que chacun ait bien sa position en tant que qui fait quoi et de bien expliquer ces choses-là à chaque visiteur sur nos stands. Et puis, on organise aussi des événements plus interactifs, plus chouettes, avec des chantiers participatifs ou des stages qui sont voilà, un peu un moment convivial. Donc là, vous avez une petite photo en bas au milieu où on a la construction d'une ruche à abeilles en méthode traditionnelle, donc avec de la bauge et des osiers pour faire la structure. Et puis des événements un peu plus institutionnels en haut à droite, où là, c'est un projet de la création d'une salle commune à Yville qui sera isolée en bottes de paille. Et donc, vous avez dans le côté droite la maquette de ce que va être la construction. Et puis, tous les hommes politiques venus parler du produit et de la construction. Voilà, donc avec là le ministre Lecornu qui était, je ne sais pas s'il n'était pas déjà en charge de l'habitat. Enfin, pardon, peu importe. Bref, c'est toujours des moments importants où là, c'était donc un projet développé par le cabinet d'architectes, moi, MWAH, qui est à Vernon et qui propose et gagne pas mal de projets autour de l'éco-construction en ce moment. Et donc, on est très content d'accompagner. Si mes collègues veulent abonder dans les événements, sinon je passerai au prochain, le webinaire. Ou s'il y a des questions. OK. Donc, par rapport à cette année, on a un nouveau programme pour les webinaires qui est de renforcer le lien entre le monde agricole et le monde du bâtiment. Et donc, pour ça, on avait envie de faire des petits webinaires un peu plus orientés. Alors là, vous avez une version un petit peu encore en cours d'élaboration. Mais donc, vous avez déjà des participations à d'autres webinaires, comme le 16 mars, des étudiants du master DDSCS, développement durable, stratégie de concertation et de communication, qui est basé à Caen, voilà, dans un master LEA professionnel. Et donc, on fait un super webinaire sur plein de questions de l'éco-construction, en faisant intervenir plein d'acteurs locaux et institutionnels. Donc, c'était vraiment un moment très intéressant. On va essayer de travailler avec eux pour que ces webinaires soient hébergés sur le site de l'ARP. Bon, bien sûr, vous avez aussi le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, comme je disais, cette relation entre le monde agricole et l'artisanat et la construction-rénovation, donc avec des webinaires qui seront sur le chanvre, sur la couverture chaume en roseau, sur la paille et le lin. Alors là, bien sûr, ça ne suit pas exactement tout ce que j'ai marqué dans le prévisionnel, mais le prévisionnel n'est fait que pour évoluer. Donc voilà, ça sera bientôt communiqué de façon plus stable. Là, pour l'instant, vous avez des dates qui ont été proposées par rapport à une estimation et je pense qu'on va revoir un peu tout ça ensemble et vous serez de toute manière informés par les newsletters de l'ARP et par les sites réseaux sociaux. Ce qui peut être intéressant, je trouve, de rajouter aussi par rapport à l'événementiel et les webinaires, bon, c'est clairement une réaction post-Covid. L'année dernière, voilà, il y a beaucoup d'événements qui ont été impactés et qui ont été suspendus. Donc l'ARP Normandie et notamment François a été un des salariés les plus impliqués dans cette démarche. On a cherché une solution, une adaptation. Et donc ces webinaires, pour le moment, on a trouvé que c'était une formule qui a bien fonctionné et que l'on souhaite perdurer pour cette année et peut-être même encore à l'avenir. Donc voilà, on s'adapte aussi en fonction des circonstances. Oui, on sent bien qu'en plus... Pardon, je t'en prie, Julien. On a prévu de vous donner cette information à la fin, mais j'en profite parce que ça me semble assez à propos et ce ne sera pas trop de la donner plusieurs fois. Donc l'ARP fera son assemblée générale le 17 avril, auquel bien sûr l'ensemble des adhérents et autres acteurs peuvent participer. Alors cette année, bon, elle sera à distance et ce sera une demi-journée qui sera un peu plus formelle voilà, sur tout ce qui est
des obligations associatives, hein, validation du budget, etc. Mais on espère bien, comme ça se fait habituellement, vous proposer des moments de rencontre, d'interconnaissance, peut-être au début de l'été. Enfin, voilà, tout ça sera débattu. La question de la date, la question sensible de la date sera débattue aussi avec le conseil d'administration. En tout cas, ces webinaires, ils présentent pour nous un très grand intérêt parce que dès qu'on a des questions par des particuliers justement sur des thématiques et des questions, en fait, c'est un vrai outil de connaissance, de leur dire, bah, écoutez, on a fait un webinaire justement où on présente tel ou tel matériau. Donc, en fait, on est très content aussi de ce développement d'outils à l'ARP parce qu'il y aura toujours possibilité d'y revenir. Ça, c'est très chouette. Et puis, par rapport à la suite du programme de la commission 2, on a le développement de la formation. Alors, par rapport à la formation, il y a beaucoup de publics, beaucoup de sujets à développer, bien sûr. Mais tout d'abord, c'est un héritage avec Vincent Doucineau, parce que du coup, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup développé en interne, les relations avec les IUT, donc de Caen et de Saint-Lô. Et puis, bah, du coup, on a eu aussi l'IUT de Rouen qui a été intéressé par une intervention sur l'éco-construction, l'éco-rénovation, les matériaux locaux, les filières, enfin tout ça, et les acteurs locaux. Et puis, on a eu aussi une agréable sollicitation par l'école d'ingénieurs de la construction, le SITC de Caen, donc, qui nous a permis de faire un super programme avec une sorte de journée d'intégration. Donc, ils appelaient journée, pas d'intégration parce que c'est trop polémique, mais journée de découverte. Et donc, du coup, où ils ont visité les projets Cop Bauge avec François Streff, où ils ont visité les éco-bâtisseurs à Louvigny, ils ont visité un artisan qui a fait pour eux des animations autour du terre-chanvre. Donc voilà, plein d'actions qui étaient très intéressantes. Et puis, on a fait ensemble une série de cours, alors avec un cours magistral et puis des TD, enfin, sur de la rénovation. Et c'était vraiment très intéressant de travailler avec les écoles comme ça, bref. Avec le Greta aussi, on commence à intervenir sur des modules de formation et aussi sur le module paille qui avait été réalisé à l'époque. Je ne sais plus si c'était Vincent qui le faisait. En tout cas, il y avait un formateur qui le faisait, qui du coup a passé la main à l'ARP là depuis un an. Et donc, on va aussi développer le module construction en botte de paille. Alors, ce n'est pas une pro-paille, hein, bien sûr, puisque pour une pro-paille, ce serait 2 formateurs, valider pro-paille, et puis un catalogue de formation. Voilà. Donc, c'est juste une grosse initiation de 4 jours qui leur permet de bien découvrir le matériel. Bon, je ne vais pas développer tout ça, mais avec l'ENSA aussi, on est en train, l'École nationale supérieure d'architecture, on est aussi en train de développer un partenariat sur justement un peu des visites découvertes, sur une intervention en milieu scolaire, sur justement de la construction, vraiment de mettre les mains à la pâte, un truc qui manque un peu parfois, alors qu'il y a du matériau, de l'espace, et donc ça va découler. Et puis pour les professionnels, on développe aussi pas mal de formations et on sent qu'il y a un vrai engouement des professionnels et même institutionnels pour ces formations. Donc on est très content de faire ça en ce moment. Donc la ProPaille, on en est déjà à la 4e édition prévue. Donc là, la 3e est en cours de réalisation à Bourteroule au CRF BTP. Donc c'est le centre de formation de la FFB. Donc la FFB soutiennent ces actions-là, ça nous paraît vraiment un gage de confiance et de collaboration. Et puis la ProChanvre qui est en cours de réalisation aussi pour avant les vacances. La formation ambassadeur des écomatériaux avec la DREAL et le CVRH. La DREAL, c'est la direction, enfin en gros, c'est l'État sur les questions de l'aménagement, du logement et du littoral. Et puis le CVRH. Je me permets de poser la question, est-ce que c'est Robin André par hasard qui est parmi nous? Alors oui, tout à fait. C'est Robin André qui était à l'initiative. Alors, pardon, excusez-moi. Donc c'est Robin André qui a valorisé l'ARP sur cette action. C'était une demande du CVRH, donc c'est le Centre de valorisation des ressources humaines pour l'État et les collectivités. Et donc du coup, Monsieur André a proposé en effet l'intervention de l'ARP pour l'organisation de cette formation, puisque l'ARP, reprenant un peu tous les écomatériaux, était un acteur clé par rapport à son animation, notamment du club de l'éco-construction. Enfin, voilà.
Mais si si Robin est là et peut intervenir, il est bienvenu, bien sûr. Ah, c'est un autre Robin. Bon, bah, très bien. Dommage. Bon, en tout cas, tu ne manqueras pas, François, bien sûr. On communiquera sur le programme à venir des formations et sur les dates de la prochaine. Je ne sais pas si tu les as en tête là. Oui, c'est le 28, 29 et 30 juin 2021 au CRFBTP avec Anthony Stéphane Pilleuvre comme formateur qui a été longtemps salarié de Bâti Éthique et qui a créé sa société en 2014. Enfin, c'est les précurseurs du show chanvre qui vont nous faire la formation. Donc, c'est vraiment superbe. Et puis, Anthony Stéphane intervient sur des formations, enfin, sur des constructions dans tout type de cas. Et il fait déjà beaucoup de formations depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un superbe acteur et local et techniquement super pertinent. Donc, on est très content. Justement, puisque tu me tends la main, on va pouvoir parler un petit peu du sujet des expertises, du club. Ah bah, si tu veux, oui, bien sûr. J'aurais voulu parler de Biobat aussi, qui était une histoire aussi extraordinaire, puisque c'est un programme de recherche de 2 ans mené par Arthur Éloin de Minibus avec l'ARP comme appui. Et donc, vraiment, cette formation a été, enfin, d'abord, ce programme de recherche a été stipulé co-construit avec les professionnels en Normandie, donc beaucoup membres de l'ARP Normandie. Et Arthur Éloin, donc, qui fait partie de la SIC Ecopertica dans le Perche. Tout à fait, oui. Voilà, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui vise à commercialiser, enfin, c'est pas la seule dimension, mais vise entre autres à commercialiser des produits d'isolation terre-chanvre. Ouais. Enfin, chanvre et voilà. Chanvre, oui, laine de chanvre, terre-chanvre. La terre-chanvre est devenue un peu leur dada, quoi. Ouais, tout à fait. Mais le projet Biobat, qui était financé par la Fondation de France de 2018 à 2020, en gros, était un programme de recherche participatif qui faisait un peu la connexion entre les questions du terrain, des artisans, et les questions des scientifiques, pour qu'il y ait un véritable échange entre ces deux domaines. Et on était tellement satisfait des résultats de cette étude qu'on a voulu pousser la chose et proposer justement une formation un peu restitution de cette analyse de ce programme de 2 ans. Ouais. Et puis cette formation, du coup, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle a permis, cette fois-ci, de faire participer des chercheurs à la formation. Donc l'objet serait demain de permettre que des chercheurs s'emparent du projet de la recherche sur les matériaux biosourcés. Alors bien sûr, ils sont déjà extrêmement acteurs. Hélène Lenormand, qui travaille à Unilassal, donc, qui est le centre de recherche de l'agro, enfin, je ne suis pas extrêmement compétent, mais en bref, Unilassal. Si quelqu'un me complétera, ça ne me dérangera pas. Et du coup, sur les questions des matériaux biosourcés et des agro-ressources liées au bâtiment, donc ça pourrait être très intéressant que de nouvelles recherches, thèses soient générées par ces formations et cette recherche. Tout à et fait. Puis, bah, voilà, tous les ans, des formations avec le CREPA, qui est l'organisme de formation des architectes. On va attaquer le troisième axe, François, sur les expertises, l'appui à la politique régionale et aux collectivités locales. Tout à fait. Voilà, donc on a un super partenariat avec Accorpa et Normandie, Ecopertica, Fibois maintenant, donc là aujourd'hui présenté comme Profession Bois, mais qui ont changé de nom. L'interprofession normande, c'est ça. Le sujet du bois, aussi bien bois énergie que bois construction. Tout à fait. Donc, c'est vraiment les gros référents sur le domaine du bois. Et donc, en fait, c'est une expertise qui vise à accompagner un peu tous les décideurs, maîtres d'ouvrage, hors projet individuel, donc c'est-à-dire les projets publics ou les projets d'envergure, sur l'intégration de matériaux biosourcés dans la construction, dans le but, bien évidemment, de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Et donc, l'ARP intervient vraiment comme première analyse du potentiel du projet, première orientation sur voilà, quelles solutions on pourrait apporter, quels matériaux biosourcés pourraient être compétents sur telle ou telle question. Et puis après, on voit vraiment sur les partenaires référents des possibilités d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, voilà, donc avec les partenaires.
On a une petite question, François, qui, je pense, tombe très à propos. Alors, on pourrait lui donner une réponse vraiment très, très complète, Lionel. Là, je pense qu'on se contentera d'en brosser les grandes lignes. Je ne sais pas qui veut s'y coller. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, l'ARP répond parfaitement à la demande. Comment aider un ingénieur structure néophyte en construction de terre crue à réaliser ses premiers projets? Aide à la mise en relation avec un acteur expérimenté pour tutorat ou association avec ce dernier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Qui a envie de donner peut-être les premiers éléments pour donner rendez-vous à se revoir ultérieurement avec Lionel, je pense. Je pense que oui, en effet, il faut vraiment bien mettre à plat le projet. Il faut prendre un temps de discussion ensemble pour comprendre un peu les tenants, les aboutissants de l'étude. Mais en tout cas, on a souvent, oui, des sollicitations comme ça, étudiants, sur des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le projet, où est-ce qu'on en est avant de répondre quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce n'est pas encore conventionné par nos super conventionneurs. Le fait d'étudier les thèses et d'accompagner, mais en tout cas, on orientera vers tous les ressources qu'on connaît ou les meilleurs acteurs qui pourront répondre à ces questions-là. Grégory, tu veux intervenir? Oui. Alors, d'un point de vue très pratico-pratique, on a une visite qui est en cours d'organisation avec le CH76 sur un projet de bâtiment en paille avec des enduits de terre extérieurs. Donc, on n'est pas sur la terre porteuse, mais c'est quand même une visite de chantier où les artisans seront en train de mettre en place, de mettre en œuvre de la terre en projection mécanisée sur un support biosourcé local. Donc, ce n'est pas tout à fait la réponse à la question, mais c'est une première familiarisation, on va dire, avec ce matériau et rencontre avec les metteurs en œuvre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des données, on va dire, normatives, réglementaires, qu'on connaît, qui sont disponibles sur notre site, sur nos guides, sur les guides, etc., etc. Et à côté de ça, je pense que la question, elle porte plus sur l'acquisition de la compétence. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'être mis en relation avec des adhérents professionnels de l'ARP qui font de la terre au quotidien. Est-ce qu'on en a? Alors c'est vrai qu'il y a assez peu de projets en Normandie, mais il y en a au moins. Il y a Julien Lucas quand même à Caen qui oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on va pas voilà. forcément les citer tous maintenant, mais voilà, il y a des archis qui utilisent de la terre crue, comme Sophie Popo, comme Frédéric il y a eu Delis. beaucoup de recherches là-dessus. Voilà. Il y a eu l'année dernière Théo Vincenslas qui a fait une étude justement sur la caractérisation des terres. Il y a le projet COP-Bosch, le projet on a la chance d'avoir François Streff. Mais oui, de toute façon, tout à fait, vous aviez organisé en fin d'année dernière les rencontres professionnelles du Torchis, si je ne me trompe pas, et je crois que Grégory a un projet de rencontre interprofessionnelle sur la Terre aussi qui devrait se faire en 2021 dans la Manche, je crois. En fait, je pense pas. Enfin, en tout cas, en tout cas, j'ai pas l'info ou je l'ai pas retenu. En tout cas, c'est pas nous qui l'organisons. Enfin, en tout cas, c'est pas moi. Mais non, mais ceci dit, on a des acteurs de référence en Normandie sur la question de la terre crue dans les différentes applications, qu'elles soient porteuses ou qu'elles soient endues ou ce genre de choses. Et du coup, le plus simple, c'est peut-être effectivement qu'on ait un échange pour faire la liste des projets, des acteurs qui peuvent être importants à rencontrer, parce que voilà. De toute façon, on va développer dans l'axe 4 pour tout ce qui concerne les filières. Donc, je pense qu'on va pas aller plus loin pour ce sujet-là. Il y a aussi des retours d'expérience en France. Enfin, je veux dire, il y a de la construction en pisé neuf, par exemple, qui se fait à Lyon. Enfin, voilà, en fait, c'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, on va dire, avoir des entretiens avec des acteurs qui l'ont vraiment fait et du coup peuvent parler de comment est-ce qu'ils l'ont fait, parce que finalement, les bureaux de contrôle, au final, ils sont OK pour le faire, même en neuf. Et donc, c'est plus des entretiens pour affiner pour un retour d'expérience sur les méthodologies que vraiment juste lire les guides de bonne pratique ou ce genre de choses, quoi. Et c'est toi, hein, Grégory, je crois, le salarié référent sur la Terre à recontacter. Oui, c'est moi, bien sûr. Tout à fait.
On va reprendre l'axe 3 là pour l'animation du club régional de l'éco-construction, qui est également une énorme action pour l'ARP. Depuis 2018, il y a un comité régional de l'économie circulaire qui s'est constitué à l'initiative de l'État, la région, l'ADEME, la DREAL et la Directe. Et au sein du coup de ce CREC, pour son acronyme, il y a plusieurs clubs qui se sont constitués. Le club de l'éco-construction qui est animé par l'ARP Normandie, le club du réemploi qui est animé par le WIP à Colombelles ou le Hangar Zéro au Havre, le réseau Rancoper qui est le réseau de la commande publique responsable, et j'en passe, il y en a plein d'autres. Et ce club, du coup, pour en revenir à celui dédié à l'éco-construction, il a rassemblé des acteurs très divers, autant des institutionnels que des artisans. Et ces acteurs-là ont décidé de constituer des groupes de travail. Aujourd'hui, il y en a 3. Il fut un temps où il y en avait 4. Donc voilà, vous les avez sous les yeux. Un qui concerne la formation, un qui concerne plutôt l'argumentation sur les écomatériaux et bien entendu le développement des filières locales pour le 3e groupe. Et donc, chaque salarié à l'ARP, vu qu'on est 3, anime un groupe de travail. Et bien sûr, après, il y a une coordination d'ensemble. Et voilà, en général, on se rencontre à minima 2 fois par an. L'année dernière, c'était un peu exceptionnel. On avait une 3e date qu'on a voulu transversale. Parce qu'on a très régulièrement des réunions interclubs, parce que bien entendu, l'économie circulaire n'est pas opaque, hein. Il y a des ponts à faire, il y a des transversalités à opérer. Donc, on a organisé un grand événement en ligne. Malheureusement, on aurait voulu le faire en physique, mais les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Le 16 décembre dernier, on a organisé une plénière sur le thème des écomatériaux locaux, en accentuant bien entendu sur la dimension résilience des territoires, parce que bon, on a tous été très impactés par la vague du Covid et on voit à quel point nos sociétés peuvent être très fragiles face aux pandémies et à d'autres risques ultérieurs, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, ça a été un peu la question, est-ce que les écomatériaux locaux, ce ne serait pas une solution économique, une solution écologique, une solution sociale? Et on a voulu le voir sous le prisme du coup de l'éco-construction, du réemploi avec le WIP et aussi de la commande publique responsable avec le Rancoper. Et voilà, je ne sais pas s'ils sont parmi nous ce soir, mais si c'est le cas, je leur remercie pour leur participation. C'est très important, Oval, que tu soulignes un peu cette interaction entre les différents clubs régionaux d'économie circulaire. Et moi qui, en fait, ai un peu renforcé mon engagement à l'ARP aussi par ce point d'entrée du club, je trouve que les échanges sont très riches parce qu'on a des associations, des élus, des professionnels, voilà, différents types d'acteurs rassemblés autour de la table. Alors, c'est vrai que quand c'était en physique, c'était quand même vachement plus sympa et pas mal de projets différents au sein des différents groupes de travail. Ça favorise une interconnaissance qui est quand même voilà, très, très riche, très intéressante. Tout à fait. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, sachez que cette conférence, cette plénière, elle est disponible sur le site internet de l'ARP. Elle a été enregistrée. Alors, les sessions au global sont entières. Et sur les 6 tables rondes qui ont été organisées, malheureusement, seulement 3 ont été enregistrées parce que c'était dans les limites techniques. Mais voilà, vous pouvez les retrouver. Il y a un lien YouTube où vous pouvez les écouter aussi comme un podcast plutôt que de les suivre en face parce que c'est pas forcément très intéressant de rester devant son PC. C'est plus intéressant à écouter, quoi. Pour le coup, Aurel, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc l'ARP est juste mandaté par le service économie circulaire de la région et financé pour animer ce club. Tout à fait. Mais je crois que le club est complètement ouvert à tous, même non adhérents, hein, même si c'est vivement conseillé d'adhérer à l'association, de soutenir l'action. Mais voilà, pour répondre à une question dans le chat, qui est admis dans ce club très select de l'éco-construction? Tout à fait. Bah, justement, c'est ça qui est très ironique, c'est que ce n'est pas du tout select. Vous pouvez tout à fait y adhérer. Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. Soit vous le faites par l'intermédiaire du site de l'ARP sur l'animation de réseau Club Éco-Construction. Là, vous pourrez avoir un accès aux documents. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous voulez recevoir les prochaines dates où vous aurez les liens d'inscription. Et donc, dans ces cas-là, vous serez dans la
boucle. Ou alors, de façon plus générale, il y a aussi le site internet de NECI, de Normandie Économie Circulaire, où là, vous aurez l'ensemble des clubs et vous pourrez les rejoindre directement. Voilà, donc il y a ces deux canaux possibles, soit l'économie circulaire, soit l'ARP Normandie. Mais vous êtes les bienvenus, tout à fait. Sachez que, voilà, là, ce que je voulais juste conclure, c'est que l'événement a été très conséquent. Il y a beaucoup de matière qui a été produite, autant sur les comptes rendus que sur les audios et les visuels. Et donc là, pour le moment, il y a vraiment une sorte de brainstorming assez conséquent à l'ARP. Il y a également une commission qui est mobilisée sur cette action. Et une fois qu'on aura fait un petit peu ce travail de synthèse, on annoncera des prochaines dates en 2021 pour le club. Voilà. Je ne m'attarde pas plus que ça sur cette action. On termine. Je me permets quand même, excuse-moi, pour le timing, de dire que je mets le lien dans le chat et donc les documents qui sont produits lors du club sont entièrement accessibles sur un drive en ligne. Tout à fait. Voilà, à tous. Oui, en plus des sites internet, il y a un drive effectivement dédié au club où vous pouvez vous-même apporter vos propres contributions en autonomie. Tout à fait. Je termine l'axe 3 avec la boîte à outils élucidée. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau qui a été fait l'année dernière, donc en partenariat avec la région Normandie et l'ADEME. Donc élucidé, c'est encore une fois un acronyme, élu pour des constructions innovantes, durables, écologiques et résilientes. Voilà, l'ARP s'est posé la question de mettre à jour en fait ces guides. Donc on a mis à jour le guide des écomatériaux normands en 2019. Et par la suite, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut continuer à mettre à jour perpétuellement nos propres documents, alors que finalement, il y a foison à l'échelle nationale ou même déjà en région Normandie avec nos partenaires. Donc, on a plutôt eu une dynamique de recherche et de collecte de l'ensemble de ces documents qu'on a rassemblés et qu'on a catégorisés par étapes des projets des collectivités. Et on a voulu mettre en place un système de recherche dynamique par mots-clés et par catégorie, du coup, rattaché à ces documents, afin que ce soit vraiment le plus pertinent et le plus rapide pour les collectivités qui cherchent une réponse selon l'étape de leur projet. Donc, je vous inviterai à vous amuser un petit peu sur ce moteur de recherche. Suivant ce que vous allez taper, il va vous trouver automatiquement soit des PDF, les vidéos et les liens, on n'en a pas beaucoup encore, mais on a beaucoup de documentation écrite. Voilà, c'est toujours un outil qu'on va faire évoluer, comme les cartographies. Et puis n'hésitez pas vous-même à nous partager des documents que vous avez envie de retrouver dedans. Et puis surtout, ne pas penser que c'est réservé qu'aux élus. Vous avez aussi bien sûr le droit de le consulter si vous n'êtes pas élu et juste tout à fait citoyen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources très intéressantes pour un bureau d'études ou un architecte, tout simplement. Même si la cible principale de cet outil-là, ce sont quand même les élus. Tout à fait. On va enfin attaquer le dernier axe, et pas des moindres, un des plus conséquents, et où il y a effectivement beaucoup d'enjeux, qui est le développement des filières et de l'auto-réhabilitation accompagnée. Je vais laisser la parole à Grégory Boulan. Oui, alors donc, effectivement, on pense à l'ARP et en fait, on pense qu'on est... comment dire, effectivement, à la naissance de l'ARP, c'était vraiment important de diffuser de l'information sur l'éco-construction et les écomatériaux en général, parce qu'il y en a vraiment plus qui étaient accessibles il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on pense que l'ARP est d'autant plus pertinente sur l'accompagnement des filières de matériaux locaux à se développer à l'échelle de la Normandie. Et donc, c'est pour ça qu'on consacre de plus en plus de projets et de temps à cette activité-là. Et c'est aussi, et quelque part, c'est aussi la demande de nos adhérents. Parmi nos adhérents, on a des producteurs d'écomatériaux et ils demandent, ils attendent aussi de l'ARP que l'ARP les soutienne dans le développement de leur activité. Donc, aujourd'hui, on se concentre plutôt, parce qu'on a quand même des moyens qui sont quand même relativement limités. On est finalement que 3 pour l'ensemble des tâches à réaliser. Donc, on va plutôt concentrer nos moyens sur les filières, on va dire, qu'on appelle matures, c'est-à-dire les filières qui sont les plus aptes à répondre aujourd'hui aux besoins de la construction, soit parce qu'elles sont, on va dire, le mieux documentées en termes
de ressources, on va dire, de données normatives, de données réglementaires, soit parce parce qu'on a aussi identifié le plus d'artisans ou de professionnels qui sont capables de mettre en œuvre ces matériaux-là. Et donc, voilà, ça veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout aux filières émergentes ou aux matériaux, aux écomatériaux de demain. On garde un œil, une veille dessus. Mais par rapport aux moyens dont on dispose aujourd'hui, et on pense que c'est plus efficace de les concentrer sur le soutien aux filières déjà un petit peu constituées en Normandie. Donc on va parler de la filière paille, de la filière chambre, là c'est François qui en parlera, de la filière terre crue, et puis d'un projet autour de l'animation de l'ensemble de ces filières. Et enfin, on parlera aussi d'auto-réhabilitation accompagnée, et même si ça paraît être pas tout à fait la même chose, vous verrez qu'il y a plein de points communs. Donc je vais essayer de faire ça de manière rapide et synthétique et de laisser le temps pour les questions. Alors, pour la filière paille, on mène 2 actions conjointes. Voilà, donc on mène une action qui se concentre plus à l'échelle régionale et où on va à la fois chercher à identifier, à ce qu'on appelle sécuriser les approvisionnements, c'est-à-dire identifier des agriculteurs qui peuvent produire des bottes de paille qui sont conformes aux règles professionnelles de la construction paille. Et alors aujourd'hui, il y a encore 2-3 ans, on avait souvent des appels de gens qui nous disaient je voudrais quelques bottes de paille, où est-ce que je peux les trouver? On n'avait pas vraiment de réponse, quoi. Et même des artisans normands se fournissaient en dehors de la Normandie, parce qu'ils avaient du mal à identifier des agriculteurs qui pouvaient produire des bottes de paille qui soient vraiment aptes pour la construction. Donc on a mis un travail avec le réseau des CIVAG et avec la Chambre d'agriculture. On a, on va dire, donner l'information via la cartographie des écomatériaux que François a présenté, qui a été présenté en début de webinaire et dont on voit un extrait uniquement sur les producteurs de paille. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour trouver des bottes de paille conformes aux règles professionnelles en Normandie. C'est pas le souci. Donc voilà, on a répondu, on va dire, à cette demande. Et ça, c'est fait. C'est fait. Voilà. Ensuite, on continue aussi à avoir... Tu peux demander à l'oiseau là de faire un petit peu moins de bruit. Ouais, désolé, j'habite à la campagne. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est fermer la fenêtre. Voilà, c'est ça. On aime bien la nature, mais il y a des limites quand même. Hein. C'est ça. Donc, alors, ce qu'on compte, on a aussi mené des actions qui fonctionnent vraiment très bien avec le CE76, de s'appuyer justement sur les opérations en cours, les chantiers en cours, les opérations qui viennent de se terminer, les formations en cours, pour créer vraiment des temps d'animation et de liens avec le monde entre la construction paille et le monde professionnel. Et ça marche très bien. Alors peut-être que ça marche très bien aussi parce qu'avec l'arrivée de la RE 2020, beaucoup plus de gens s'y intéressent. Mais en tout cas, ça marche très bien. On se rend compte que quand on s'appuie sur un acteur qui est aussi implanté localement que le peuvent être les CIE, ça fonctionne très bien. Donc là, d'ailleurs, la prochaine rencontre qu'on va faire avec eux, alors je vous l'annonce en avant-première, a priori, ce sera le 29 avril, en fin de journée, à Yville, pour justement visiter le chantier de la maison commune isolée en bottes de paille. Et bon, ça fait plusieurs fois qu'on visite le chantier, mais là, on visitera le chantier à l'étape de la mise en œuvre des enduits terre extérieure sur support bottes de paille. Et donc, on verra effectivement les artisans au travail et on pourra ensuite les questionner et échanger sur leurs pratiques. Donc voilà, on va poursuivre ce travail avec eux. Et puis, j'ai remis aussi la question de la formation. Alors, François en a parlé un petit peu en amont. Et pour nous, la formation professionnelle, c'est vraiment un moment clé pour constituer une filière. C'est-à-dire que voilà, une filière, elle se constitue d'un certain nombre de maillons. Les agriculteurs en sont un, ils sont vraiment en amont. Et ensuite, on a effectivement les concepteurs, on a les artisans, les professionnels qui vont mettre en œuvre. Et ces professionnels, il faut qu'ils soient formés pour pouvoir répondre à des appels d'offres, répondre à la demande et réaliser des projets de qualité conformes aux professionnels. Donc, c'était important pour nous de mettre ces formations en place. Et donc, on l'a fait et ça a un succès vraiment important puisqu'on a des listes d'attente sur les formations. Et c'est fait aussi des événements ça crée aussi l'événement sur une filière. Je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Et alors, à côté de ça, alors c'est un peu compliqué, mais c'est parce que le projet est compliqué. À côté de ça, depuis bientôt 2 ans, on a créé un nouvel acteur qui s'appelle Accord Paille Normandie. Alors,
Alors, pourquoi à Campagne-Normandie? C'est-à-dire qu'on a souhaité mettre en place sur le territoire de la Normandie des services de développement de filière que nous, on ne pouvait pas faire à l'ARP parce qu'on n'avait pas les compétences en interne. Et donc, on s'est appuyé sur un acteur qui est né à Orléans, qui s'appelle Accorpaille, et qui intervient en Normandie pour faire du développement de marché, pour d'assurer des assistances et maîtrises d'ouvrage, et c'est aussi notre partenaire pour les formations. Et donc, c'est vrai que le développement de marché, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va frapper à la porte des maîtres d'ouvrage, et des maîtres d'ouvrage publics notamment, et qui dit, ben voilà, votre prochain projet, ce serait bien que vous le fassiez en paille, et en Normandie, on a tous les acteurs qu'il faut pour le faire, mais en fait, c'est un boulot que nous, on ne faisait pas, et qui porte ses fruits, puisque, par exemple, le prochain lycée régional, une sous-maîtrise d'ouvrage régionale, à Bourrachard, sera en partie isolé en botte de paille. Donc, c'est quand même des signaux relativement forts. Et puis, on a aussi des bailleurs sociaux qui, aujourd'hui, sont engagés dans des projets de construction en paille en Normandie. Et donc, d'ailleurs, c'est très important de stimuler le marché pour embarquer toute la filière. Et donc ça, c'est un aspect du projet. Et l'autre aspect du projet, c'est la mise en place d'une unité de production de bottes de paille à Fasson, à côté de sur le territoire du Saint-Gall Suisse normande, dans la plaine de Caen. Et là, le projet, c'est d'acheter de la paille à des agriculteurs et de produire des bottes de paille qui soient conformes, dont les dimensions soient plus adaptées au secteur du bâtiment. Puisque la botte de paille, c'est un produit agricole qui a des formats qui sont adaptés aux besoins agricoles, en termes de longueur, de largeur, etc. Mais par contre, c'est pas tout à fait... disons que si le format était différent, il serait plus adapté au secteur du bâtiment, et ça permettrait de favoriser son appropriation par les différents professionnels. Et donc, c'est ce projet qu'on a essayé de mettre en place. Alors effectivement, c'est les deux objectifs effectivement que j'ai mis en avant. C'est un projet qui est lauréat de NECI, donc de Normandie Économie Circulaire, et qui a un projet multipartenarial à la fois avec des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs territoriaux, des acteurs régionaux, des acteurs extra-régionaux. Donc, finalement, cette complexité, ce volet partenarial engendre une certaine complexité, mais par contre, engendre un projet qui est quand même relativement résilient, et on est vraiment confiant sur le fait qu'il aboutisse. Alors, sur l'offre de services à Campagne-Normandie, c'est déjà en cours. Et d'ailleurs, on recrute, la semaine prochaine, on a des entretiens pour recruter un service dédié à Campagne-Normandie au sein de l'ARP. Et sur l'unité de production, ça avance à son rythme, et on est impatient de pouvoir mettre ce nouveau produit sur le marché. On peut souligner peut-être, Grégory, même si l'info, je crois, sera reprise à la fin sur les financeurs, mais le soutien très fort de l'ADEME là, et de la réponse que tu as déposée à l'appel à manifestation d'intérêt pour ce projet. Paille. Oui, alors c'est vrai que l'ADEME finance directement l'ARP pour ce projet, mais la région Normandie finance aussi directement Campagne-Normandie pour ce projet. Donc on a un soutien, on va dire, des principaux financeurs publics sur ce projet, mais qui quelque part s'inscrit complètement dans leurs objectifs, à la fois dans les objectifs d'économie circulaire et à la fois dans leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du bâtiment. Je fais un petit intermédiaire à destination des participants. Voilà, courage. Je veux dire, des schémas comme ça, on ne va pas vous en mettre trop. On arrive bientôt au bout du programme. Dans 7 minutes, je dis bien 7 minutes pour mes collègues, on va enchaîner sur les questions-réponses. Ouais, non, mais je vais tenir le délai, mais c'est vrai que j'aurais pu vous mettre une photo de botte de paille, mais je me suis dit que ça aurait été plus sympa. Que pour les gens qui voulaient vraiment comprendre ce qu'on faisait et comment on le faisait, ce schéma, il était là, il existait, et en fait, il représente bien ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il représente la sécurisation des projets, donc c'est la MO, il représente le développement de marché, donc effectivement c'est le développement de marché, et la sécurisation des approvisionnements, c'est bien garantir pour les constructeurs et pour les constructeurs et pour les maîtres d'ouvrage la disponibilité en botte de paille conforme aux règles professionnelles, et il illustre bien aussi la dimension partenariale, à la fois avec des acteurs qui sont vraiment nos acteurs historiques et qui sont impliqués dans les co-constructions, et puis des acteurs avec lesquels on va de plus en plus travailler, comme des acteurs privés qui peuvent financer le projet, ou tout simplement le monde agricole qui à la fois est un fournisseur,
dont on a tous intérêt à ce que la relation aille bien au-delà d'une relation de simple fournisseur à client, quoi. Bien entendu. Bon, de toute façon, on enverra le PowerPoint pour que vous puissiez aller dans le détail de ce schéma. Et n'hésitez pas à revenir vers Grégory si vous voulez plus de détails ou si vous avez des questions. Développement de la filière chanvre. Ouais, du coup, je passe la parole à François. François, tu as ton micro qui est coupé. Je te passe la parole, François. Merci, excusez-moi, c'est typique. Oui, donc pendant longtemps, à l'ARP, on a voulu vraiment essayer de trouver plus de moyens de développer le chanvre dans l'éco-construction parce que la paille avait vent en poupe. Et aujourd'hui, avec un partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture normande, on a pu avoir du coup un accompagnement de l'Agence de l'eau Seine-Normande sur justement le développement des débouchés, des matériaux issus du chanvre. Donc, Chêne-Vote. Alors, c'est un projet très global et je ne vais pas pouvoir vous en parler complètement parce qu'il y a vraiment plein de sous-parties, autant en termes de communication qu'en termes d'expertise, en termes de coordination, en termes d'événementiel. Donc, il y a vraiment plein d'actions, mais l'ARP, du coup, va vraiment être partenaire avec l'Agence régionale d'agriculture normande pour développer tous ces débouchés. Et sur la partie bâtiment principalement, on s'appuie bien évidemment sur le référentiel Construire en chanvre, qui est l'ensemble des acteurs du bâtiment sur le chanvre qui se sont fédérés en association et qui développent des contenus de formation validés et cohérentes. Et puis sur l'interfilière du chanvre, donc l'interchanvre, qui développe aussi là et qui fédère tous les acteurs du chanvre, que ce soit aussi au niveau alimentaire, plasturgie ou cosmétique, plein de débouchés bien sûr par rapport au chanvre en ce moment qui sont développés. Et oui, parce qu'il y a aussi une orientation textile du chanvre et pas seulement dédiée à l'éco-construction. Donc finalement, il y a plusieurs débouchés des coproduits de l'agriculture. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la Chêne-Vote, si je ne m'abuse, François. Alors, la Chêne-Vote est en effet un des matériaux premiers issus de la culture du chanvre, puisqu'il est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais c'est un volume très important et qui est déjà extrêmement bien valorisé dans le bâtiment. La Chêne-Vote, c'est... je n'ai pas les chiffres sur moi, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est un produit qui a en effet toute sa place dans le bâtiment. C'est un produit super hygroscopique avec une très bonne résistance à l'humidité et qui est en même temps avec une grande propriété par rapport à la fixation des liants, donc vraiment isolant, avec une bonne inertie, une bonne hygroscopicité. Donc un super matériau. Donc vous en avez deux exemples d'application, trois exemples en bas. Donc les aglo-blocs, comme disent AgroChanvre, qui sont des briques préformulées de mélange de chaux et de Chêne-Vote, et puis qui sont aussi variants avec Ecopertica, puisqu'ils sont aussi faits en liant terre en ce moment et aussi proposés en préfabrication. On peut voir qu'on peut utiliser la Chêne-Vote sous forme de vrac, donc en isolation phonique, thermique, dans un plancher, c'est très pratique, ou même insufflé dans les murs. Et puis la laine de chanvre avec différentes densités, du coup en isolation de toiture ou en isolation entre montants avec une densité un peu plus importante. Voilà. Il y a plein de façons d'utiliser le chanvre dans le bâtiment de façon non transformée industriellement. Voilà. Donc là, on a vraiment des matériaux locaux développés par au moins 150 agriculteurs. Il y a 25 000 hectares en Normandie cultivés, Normandie et Bretagne cultivés de chanvre. Donc c'est très important et on essaie de trouver les débouchés pour le bâtiment parce que c'est un super matériau avec des très grandes propriétés pertinentes. Merci François. On enchaîne avec la filière terre. Grégory? Alors oui, je suis désolé, j'ai fait des schémas. J'ai essayé d'expliquer clairement ce qu'on était en train d'essayer de faire. Alors sur la filière terre, aujourd'hui, on n'a pas levé les mêmes moyens que sur les mêmes moyens financiers, j'entends que sur le chanvre ou que sur la paille. Donc on est un petit peu plus modeste dans nos ambitions.
pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire en 2021, c'est qu'on va continuer à valoriser, on va dire, le travail qu'on a déjà fait, notamment à travers des guides de bonnes pratiques terre crue, et voilà, dont le volet torchis a été rédigé par l'ARP, enfin, en tout cas, par l'ARP, en concertation avec les acteurs locaux, bien évidemment. Mais on souhaite aller un petit peu plus loin, on souhaite effectivement rédiger des fiches techniques qui sont issues de l'expérience de terrain des praticiens. On a fait des rencontres pro terre fibrée, c'est-à-dire torchis et terre allégée, donc terre chanvre ou terre paille, en novembre l'année dernière, et on a abordé des sujets très intéressants, et donc il faut qu'on est en train de les restituer, mais il faut qu'on termine ce travail-là. Et puis on souhaite aussi répondre à la demande des professionnels de monter en compétence sur l'utilisation de la terre dans le bâtiment. Et donc voilà, il y a une formation qui est également en cours de conception, voilà, qui n'est pas encore programmée, mais donc qui sera probablement programmée d'ici la fin de l'année quand elle sera prête. Et donc là, on est vraiment dans un objectif de promotion. Et puis à côté, là, plutôt sur la droite, moi je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de mettre en place les conditions d'un déploiement de la filière terre crue en Normandie. Et donc ça veut dire à un moment monter des projets partenariats qui seront financés pour avoir les moyens de passer vraiment du temps sur le développement de cette filière qui répond à des enjeux environnementaux et de confort qui sont vraiment importants. Et donc voilà, donc ce qu'on souhaite faire, c'est à la fois au niveau régional, c'est organiser une gouvernance régionale des acteurs de la terre crue. Il y a plein de gens, enfin il y a un certain nombre d'acteurs comme le parc naturel régional des Marnes du Cotentin, du Bessin, NRTER, les maisons paysannes, plein d'artisans et d'architectes qui sont des acteurs de la terre crue, des briqueteries aussi. Et on a besoin, je pense qu'on a besoin de se réunir pour voir ce qui serait utile de faire ensemble pour le déploiement de cette filière en Normandie. Et puis, d'un autre côté, on participe aussi à la gouvernance de la Confédération de la construction en terre crue, donc plutôt à l'échelle nationale, qui rassemble les différents acteurs qui avaient produit les guides de bonne pratique. Donc, PISE, d'ailleurs, je vous ai mis les photos en bas. Hein. Là, si je vais de la gauche vers la droite, vous avez, ça c'est les techniques qui sont produites et utilisées en Normandie, donc de la bauge, de la daube, du torchis, de la terre fibrée et des enduits. Et donc, en plus, on a un guide de bonne pratique au niveau national sur le PISE. Je n'ai pas mis ici parce qu'on n'a pas de PISE en Normandie. Voilà ce que je peux dire sur la terre crue, pour être synthétique. Alors l'auto-habitation accompagnée. On m'avait demandé si tu aurais un de ces jolis schémas très digestes qui présenter les acteurs de la filière terre. Écoutez, on peut dire peut-être sur des éléments de présentation un peu globale des différents acteurs terre régionaux. Je pense que ce qui pouvait être intéressant, c'était de relier aussi la question du rôle de l'ARP un peu dans le mouvement national terre, pas le projet national terre, mais est-ce que peut-être on peut en dire un mot sur... on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, là. Il reste l'occasion d'un autre webinaire. Alors. Ouais, on s'attardera sur le projet national terre et la Confédération de la construction en terre crue. Je te laisse enchaîner sur l'animation des filières locales, Grégory. Oui, alors oui, donc on est aussi lauréat d'un projet qu'on a déposé il y a 2 ans, donc ça a mis pratiquement 2 ans d'instruction, pour, à la demande, on va dire, dans le cadre du club éco-construction, à la demande des participants et notamment des producteurs de matériaux. Il y a une demande qui a émergé d'avoir du temps d'animation entre les producteurs de matériaux locaux sourcés en Normandie pour, on va dire, favoriser le changement d'échelle. C'est-à-dire passer de filières anecdotiques à des filières un peu plus significatives dans le paysage de la construction en Normandie. Donc, on a collectivement identifié. Alors, en bas, j'ai mis les partenaires, Ecopertica, NRTER et l'ARP. Donc, c'est les partenaires qui ont répondu à l'appel. On avait consulté bien plus de monde, mais voilà, c'est un peu nos partenaires habituels qui répondent. Et donc, l'objectif, on a décidé ensemble que ces acteurs-là avaient besoin qu'on mette en place des actions qui soient communes à l'ensemble des filières. C'est-à-dire pas juste le chanvre développe le chanvre, la paille développe la paille et la terre développe la terre, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et donc, on a décidé qu'ensemble, on avait besoin de produire des documents communs aux filières locales, des documents de promotion, des documents de communication. D'ailleurs, je l'ai mis 2 fois. C'est c'est que c'est vraiment important. On avait besoin d'organiser une expertise commune. C'est ça. Non, c'est surtout que j'ai un petit. Voilà. On avait besoin d'organiser une expertise technique commune pour, on va dire, lever les freins
que peuvent se poser les maîtres d'ouvrage ou les concepteurs à l'utilisation des matériaux biosourcés locaux, qui avaient besoin d'un meilleur accès aux matériaux locaux, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème de distribution. Puis, si vous voulez trouver du chanvre local produit par Ecoplertica, à part aller chez Ecoplertica, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, il y a un vrai enjeu sur comment est-ce que les matériaux biosourcés produits localement sont mieux distribués sur le territoire de la Normandie, et comment est-ce que, du coup, les particuliers, les professionnels y ont accès. Donc, sur cette question-là, par exemple, clairement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Donc, notre objectif, c'est de trouver une réponse dans le courant de l'année et de la mettre en œuvre, on va dire, l'année prochaine. Mais on n'a pas les mêmes problématiques entre transporter du chanvre qui pèse 80 kg au mètre cube et transporter de la terre crue qui pèse d'une tonne d'eau au mètre cube. C'est pas les mêmes problématiques, et pourtant on pense que c'est important d'y travailler ensemble, parce que c'est les mêmes artisans qui vont à la fois utiliser du chanvre et de la terre crue, ou les mêmes particuliers, ou voilà. Donc j'en dis pas plus, sauf si je répondrai bien évidemment à vos questions, mais on est dans cette logique, et voilà, il y a encore un super schéma, super on le fera digeste, juste après, mais justement pour ce super schéma, tu as 1 minute top chrono, Grégory, parce qu'après on va passer aux questions-réponses. Et je te propose de... Ah oui, du coup, tu as rassemblé il y avait 2 diapos, Et oui, j'ai fait ce qu'on appelle la fusion de l'extrême. Ouais. Ce qui n'est pas forcément plus digeste, malheureusement. Mais vous n'êtes pas très sympa avec moi. Non, c'est vrai. Donc, non, ça sera peut-être l'occasion de toute façon de développer spécifiquement sur des temps de présentation. Est-ce que tu as rappelé l'acronyme ARA, Grégory? Je voudrais en parler parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et je voudrais quand même le faire en un peu plus de 30 secondes, mais en moins de 2 minutes quand même. François, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste en 2 secondes, mais en fait, on a fait dernière justement un webinaire avec Enerter pour présenter ce qu'était la rénovation accompagnée, donc c'est présenté comme ARA aujourd'hui, est devenu Renoac. Mais pardon, je t'en prie, mais c'est juste, vous le trouverez sur la page YouTube de l'ARP et dans nos événements, les webinaires aussi. Ouais, oui, effectivement, c'est important de le rappeler. Et donc, l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc, ARA, l'acronyme, c'est auto-réhabilitation accompagnée. En gros, le principe, c'est un professionnel qui accepte la participation d'une main-d'œuvre non professionnelle, bénévole, sur son chantier. Donc, souvent, c'est le maître d'ouvrage qui, au lieu plutôt que de faire ses travaux tout seul, va solliciter un professionnel pour l'accompagner à faire ses travaux avec lui, selon des modalités extrêmement diverses qui peuvent aller du chantier participatif à juste l'ouverture de chantier, et après le particulier autonome. Enfin, voilà, il y a plein de modalités. En gros, le principe, c'est à la fois d'impliquer de la main-d'œuvre non professionnelle sur les chantiers, du coup, de pouvoir rendre certains travaux plus accessibles financièrement, de pouvoir aussi permettre à des maîtres d'ouvrage qui veulent s'impliquer de le faire dans des bonnes conditions et avec les bonnes techniques, et du coup, on va dire avec du coup un résultat final qui est conforme à leurs attentes. Enfin voilà, ça a plein d'avantages et ça a plein d'intérêts. Par contre, ça pose aussi quelques questions. Et donc, en fait, le travail, le travail qu'on fait depuis 2-3 ans, enfin depuis 2017, depuis que je suis arrivé à l'ARP, c'est on va dire à la fois d'accompagner les gens qui font l'auto-réhabilitation accompagnée, que ce soit des structures d'accompagnement comme Enerter ou Soliga, ou que ce soit des artisans comme pas mal d'entrepreneurs salariés des chantiers de demain, de les accompagner à développer et à sécuriser cette pratique. Et en fait, on va dire que l'un des succès, je pense, de notre action, c'est qu'aujourd'hui, l'auto-réhabilitation accompagnée, elle est intégrée dans le cadre du chèque éco-énergie de la région, c'est-à-dire que la région reconnaît que les travaux réalisés en auto-réhabilitation accompagnée par les membres du réseau donc Renoac maintenant, en fait, est éligible aux aides financières parce que c'est des travaux de qualité et qui permettent d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie, de rénovation qui sont fixés. Et donc, en fait, par contre, le corollaire, on va dire, de cette reconnaissance, c'est la structuration. C'est-à-dire qu'on a effectivement, si l'auto-réhabilitation accompagnée se développe, ça veut dire que, comme pour la filière paille, par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'on ait identifié les acteurs, que ces acteurs-là, d'ailleurs, aujourd'hui, on les a on va dire, reportés sur la cartographie des professionnels de l'ARP, que ces acteurs, on les a formés, ou que ceux qui sont intéressés à faire de l'ARA, mais qui n'en ont encore jamais fait, qu'on puisse les accompagner dans la formation. Donc, ça veut dire mettre en place des parcours d'accompagnement, mettre en place de la formation professionnelle. Donc, ça, c'est la partie en bas à gauche du schéma.
Ce qu'on fait aussi, bien sûr, c'est qu'on anime, qu'on a des temps d'animation avec ce réseau. Ce réseau, aujourd'hui, il se réunit quasiment une fois par mois. On fait entre 10 et 12 réunions par an. Et donc, c'est un rythme qui est vraiment dense, mais qui permet d'obtenir les résultats qu'on a obtenus en termes de reconnaissance et en termes de développement de cette pratique. Et puis, bien sûr, un des objectifs aussi, c'est de sécuriser la pratique. Et un des moyens de la sécuriser, c'est de travailler sur... Alors, il y a deux moyens, enfin, il y a deux objectifs que nous ont demandé de travailler les membres de ce réseau. C'est à la fois la question de l'assurabilité. Donc, alors là, qui est quelque chose qu'on traite, on réouvre un groupe de travail cette année au niveau national avec l'Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on ne peut pas traiter tout seul dans une région la question de l'assurabilité au niveau national, ça c'est clair. Et donc, en tout cas, voilà, ça a été en dormance pendant peut-être une bonne année. Et là, ça redémarre. Donc, on espère qu'on va aboutir. Et puis, on nous a aussi demandé de travailler sur les modèles économiques. Parce que c'est vrai que, globalement, faire des travaux chez des particuliers qui sont en précarité énergétique et qui ne peuvent pas les financer, ça pose la question du modèle économique. Donc, c'est très utile socialement. C'est vraiment important de le faire. Mais quel modèle économique il y a derrière cette activité, on va dire, à visée sociale et environnementale. Donc, voilà, encore une fois, du coup, je vois bien que tout le monde apprécie pas mes schémas, mais en tout cas, c'est parce que, en fait, finalement, il y a une méthode de travail, il y a un objectif qui est la structuration, et pour structurer, en fait, il faut agir sur différents champs à la fois, et c'est ce qu'on essaye de faire, et voilà. Merci Grégory. Je vous rends la parole, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Bon, écoutez, voilà, la dernière slide, forcément, un concert de nos financeurs, on ne peut pas ne pas les mentionner. Mais voilà, sachez que l'Arp Normandie est principalement soutenu par la région Normandie, l'ADEME, mais également par la DREAL, l'Agence de l'eau pour le chanvre cette année, le Conseil départemental de la Manche aussi, qui historiquement nous soutient chaque année. La Fondation Le Gallet, l'année dernière, nous a soutenus et va potentiellement nous ressoutenir cette année. Et l'Ordre des architectes également, financé par le passé la quinzaine des écomatériaux que vous avez peut-être connu, qui était un moment privilégié d'événementiel et de chantier participatif qui a été mis en suspens du fait du Covid, mais il continue à nous soutenir sur l'axe 1 et également sur le développement des filières. Et ce que je vous propose, vu que là, voilà, on était 22 participants, désormais on est 17, donc je vous remercie pour votre patience. Je vous propose un petit temps d'échange et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais quitter le PowerPoint et je vous invite, si vous le voulez bien, à allumer vos caméras pour rendre ce moment convivial. Et on pourrait couper voilà. l'enregistrement aussi Comme vous voulez. pour faciliter la prise de parole. Est-ce que oui, vous préférez? On coupe l'enregistrement? Vous êtes d'accord? Bon, je pense que c'est plus adapté, Aurel, pour peut-être créer un cadre de discussion très cordial, très convivial. Ok, bon, moi je le coupe. Un peu moins formel. À tout de suite.